La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre émission du jeudi, La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac. En fait, c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Mais comment sommes-nous en lien avec le vivant autour de nous ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Frédéric Lacombe, le lama Lundrup. Bonjour Frédéric. Bonjour Sandrine. Bienvenue. Alors, je vais vous le présenter dans quelques instants. On peut dire qu'actuellement, nous faisons face quand même à la fois à une maltraitance de la nature et à une non-considération du vivant. Et malgré tout, il y a également un réveil de la conscience de notre appartenance à la nature et de l'évidence d'en prendre soin et de la respecter, de respecter le vivant. Mais comment on pourrait définir le vivant ? Le vivant pourrait avoir cette définition qui est que dans le temps, il y a une évolution, il se modifie par sa structure même, par son essence, et tout ça en lien, en interaction avec l'environnement extérieur. La nature, par exemple, justement, c'est le vivant. Et dans la nature, on peut y inclure le minéral, le végétal, l'animal, l'eau, enfin tout ce qui concerne finalement les molécules qui évoluent dans le temps en interaction avec l'extérieur. Et il y a aussi cette notion de conscience, bien sûr. Alors, par exemple, les peuples premiers, les peuples autochtones, pour eux, tous les éléments de la nature font partie de leur culture. Ils les respectent, ils l'honorent comme si c'était un de leurs proches. Et par exemple, Élisée Reclus, qui était géographe, disait « L'humain est la nature prenant conscience d'elle-même ». La nature, en fait, est en nous. Notre microbiote, c'est la nature. L'eau, nous sommes constitués d'eau, de molécules. Et en fait, notre physiologie et notre corps réagissent justement avec les cycles de la nature et à notre environnement extérieur. Mais malheureusement, en fait, on peut constater que notre lien à la nature, le lien au vivant, l'éloignement de la nature opère depuis à peu près le 15e, 16e siècle. Et ceci pour deux raisons, à la fois religieuses et scientifiques. Au niveau religieux, ce qu'on peut dire, c'est que en terre d'Amérique, quand les hommes d'église sont arrivés, ils ont découvert une nature qu'ils ont nommée une nature sauvage. Et en fait, elle effrayait cette nature. Puis peu à peu, ils ont changé de regard sur la nature et ils se sont dit, mais Dieu a créé la nature. Donc finalement, la nature, c'est notre cathédrale. Et ils ont commencé à considérer la nature comme leur culture et non pas leur... ils ont considéré la nature pour leur culture, en fait, en créant la nature comme une cathédrale. Donc ça devenait un objet, en fait, de culte. Et à l'inverse, justement, des peuples premiers, pour qui la nature est la culture. Donc, si on voit que l'homme considère, se veut être l'homme à l'image de Dieu, pour se rapprocher de Dieu, évidemment, on se rapproche de Dieu dans la symbolique, au niveau sociétal, on voit Dieu un petit peu plus en hauteur, donc on s'éloigne de la nature. Et donc, peu à peu, elle devient un objet au service de l'homme. Et c'est une sorte d'objectivisation de la nature. L'autre côté de l'objectivisation de la nature, justement, ça s'installe avec Descartes, avec la science, avec justement la pensée mécanisme, où tous les phénomènes de nature sont plutôt étudiés et expliqués d'un point de vue de loi. Et évidemment, dans les lois, il n'y a aucune notion du vivant. Alors, le défi actuel que nous rencontrons, finalement, ça va être de recréer ce lien avec la nature, de reprendre conscience que nous sommes la nature, que nous sommes le vivant. Cela passe par l'expérience et aussi par la contemplation et un changement de culture de notre lien au vivant. Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir donc Frédéric Lacombe. Frédéric, vous êtes lama et votre nom tibétain, c'est lama Lundrup, qui veut dire en fait naturel, spontané. Et finalement, c'est très à l'image de la nature qui est naturelle et spontanée. Vous êtes lama à Karmaling, qui est le temple bouddhiste à La Rochette entre Chambéry et Grenoble. Alors petit, déjà, la nature en fait était votre lieu refuge, j'allais dire, pour jouer, pour lire. La nature était votre lieu d'aventure. Et quand fut venu le temps des études, il y avait une quête de sens. Et le sens, vous le retrouviez finalement dans la culture chinoise. Vous avez étudié le chinois, vous avez vécu en Chine, et donc pendant 10 ans, vous avez évolué dans cette tradition chinoise. Et en revenant en France, vous vous êtes dit, la nature, la terre, finalement, c'est revenir aux choses premières.
Et vous avez rencontré le bouddhisme. Finalement, c'est en France que vous avez rencontré le bouddhisme et vous avez opéré une retraite pendant 3 ans, à partir de 1997 jusqu'en 2000, justement au temple Karmaling. Et depuis, vous êtes resté à Karmaling. Alors, ma toute première question que je pose à chacun de mes invités, que signifie ou que représente la nature pour vous ? Merci Sandrine pour ce vaste panorama et toute cette analyse. Qu'est-ce que représente la nature ? Ça représente ce qui n'est pas artificiel, ce qui n'est pas produit par quelque chose d'autre, ce qui n'est pas élaboré conceptuellement, artificiellement. Donc la nature représente le lieu ou l'expérience à laquelle nous souhaitons, avec laquelle nous souhaitons communier ou nous rapprocher pour retrouver notre propre nature, notre nature authentique, l'essence ou de ce que nous sommes fondamentalement, avant toutes les élaborations, les conditionnements psychologiques, familiaux, sociaux, dans lesquels nous avons souvent des antagonismes, des difficultés, des souffrances. Et la nature représente ce lieu ou cette expérience en laquelle on peut retrouver sa liberté naturelle, profonde, et son authenticité profonde. C'est ça ce à quoi me fait penser le terme nature. Avec sa dynamique, avec son énergie, avec son intelligence, avec moult qualités qui sont présentes dans cette expérience naturelle. Une expérience qui est à la fois très riche d'intelligence et très riche de qualité, de solidarité, de coopération. C'est un miroir aussi, c'est un lieu d'enseignement en fait pour nous êtres humains. Bien sûr. Et donc, je sais pas. Alors, comment est-ce que vous voulez qu'on continue ? Non, mais c'était déjà cette première question. Et parce qu'en fait, le sujet est vaste. J'aime bien poser cette question, que signifie ou que représente la nature ? Parce que chacun va avoir finalement son regard ou son expérience différente. Et comme le thème de l'émission, c'était nature et spiritualité pour aujourd'hui, j'aimerais bien, parce que le terme spiritualité est assez galvaudé, utilisé des fois comme une technique. Les gens se veulent spirituels, mais au final, qu'est-ce que la spiritualité ? Alors, c'est aussi une vaste et difficile question, mais on peut prendre l'étymologie du mot, qui est toujours une bonne façon d'entrer en matière. Spiritualité, ça vient de spirit, spiritus en latin, et spiritus, c'est l'esprit. Donc la spiritualité est tout simplement ce qui a trait à l'esprit. Alors, la deuxième question, ça va être qu'est-ce que l'esprit ? C'est ça. Voilà la grande question, qu'est-ce que l'esprit ? Bonne question, qu'on ferait bien de se poser un peu plus souvent. Oui. Et alors, il pourrait y avoir, toutes les bibliothèques du monde sont remplies de gloses sur ce qu'est l'esprit. Dans la perspective de la nature, la perspective, mais aussi qui est celle aussi de l'enseignement du Bouddha, la science contemplative, comme on l'appelle, millénaire, l'esprit est ce qui entre en contact avec un objet. C'est-à-dire, c'est la relation d'un sujet, moi, avec un objet, quel qu'il soit. La relation entre un sujet percevant et un objet perçu est ce qui constitue, structure l'esprit. Et tous les vivants ont un esprit. Les araignées ont un esprit, elles sont un sujet qui a un objet, par exemple une mouche ou sa toile. Tous les êtres vivants sont animés par l'esprit, à différents degrés d'élaboration et de complexité. Et la spiritualité
Alors on peut se demander s'il y a une dimension universelle de la spiritualité. Alors je dirais que oui. En tout cas, c'est la thèse que je défends. Mhm. Et cette dimension universelle de la spiritualité peut être dite comme Alors, oui. découvrir le chemin qui nous permet de découvrir la nature de l'esprit. La nature, vous voyez que ça nous fait le lien avec notre thème, la nature de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans sa nature non artificielle, non produite, non élaborée, non conceptuelle, qui est le lieu dont nous parlions tout à l'heure, le lieu de l'intelligence première, le lieu de la compassion irrésistible, le lieu de la communion, de la communication, de toutes les qualités qui sont celles des valeurs humaines finalement. Alors, quand une personne se dit spirituelle, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que spirituel, elle revient dans cette nature d'elle-même, dans cette conscience globale? Je pense que ça ne suffit pas de se dire spirituel, mais bon, c'est vrai qu'il y a une carence dans notre culture moderne, une carence spirituelle immense, qui est sûrement à la racine de beaucoup de problèmes et dont de la catastrophe écologique. Spirituelle au sens de ce rapport, ce lien, cette intelligence, cette expérience de la nature de l'esprit. C'est-à-dire non pas de l'esprit. Alors quand on parle d'esprit, il faut aussi peut-être préciser qu'il ne s'agit pas d'une entité philosophique, abstraite, éthérée. Pas du tout. Quand on parle d'esprit, on parle d'expérience, c'est-à-dire de notre expérience. Comment faisons-nous l'expérience que nous vivons aujourd'hui, maintenant? En l'observant, en étant témoin. Nous la faisons avec notre esprit. Les couleurs, les sons, les sensations, les pensées, tout ce que nous vivons chaque jour vient d'où? Vient de notre esprit. Toutes les voitures, les vêtements, les papiers, les chapeaux viennent d'où? Ça vient de notre esprit. Qui est-ce qui a fabriqué ça, si ce n'est l'esprit? Vous voyez, l'esprit est partout. Toute l'économie, la politique, tout ça vient de l'esprit. Mais étrangement, nous, les modernes, nous avons inventé moult technologies pour se déplacer dans l'espace, etc., pour voir l'infiniment petit, pour maintenant, en un clic, accéder à toutes les informations possibles et imaginables, mais nous ne connaissons pas notre esprit. Nous n'avons pas conscience, en fait, de nous-mêmes. Nous ne connaissons pas, nous ne connaissons pas comment fonctionne notre esprit. Donc, vous voyez, c'est une carence immense, et qui nous amène d'ailleurs à développer un mode de vie, des conceptions et un mode de vie qui, finalement, du point de vue de l'écologie, nous amène à une impasse. Alors, il y en a certains qui pourraient répondre, mais on commence à connaître notre esprit puisqu'on étudie de plus en plus avec les neurosciences, etc. Oui, alors c'est très bien, on revient finalement à un côté très matérialisme, enfin ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, de là où on a objectivé la nature. Parce qu'on étudie l'esprit en tant que mode de fonctionnement et fonction physiologique, et non pas en tant que spiritus, comme vous l'avez dit, au sens. Mais justement, alors là, il y a un pont très important et très intéressant qui est d'ailleurs fait par les sciences, puisque dans les neurosciences, et c'est un grand neuroscientifique biologiste, Francisco Varela, qui a créé un pont qui est aujourd'hui d'avant-garde dans l'étude des fonctionnements du cerveau et avec la tradition de la science contemplative millénaire du Bouddha, et qui est la neurophénoménologie, donc l'étude du fonctionnement du cerveau et donc du fonctionnement neuronal, afin d'en découvrir les structures et le fonctionnement qui permettrait de mieux connaître la nature humaine. Comment et pourquoi on fonctionne comme ci ou comme ça du point de vue cérébral. Bon, c'est ça l'objet des neurosciences. Et le pont est
plus que le pont, la convergence, il y a une profonde convergence entre l'étude de l'esprit telle qu'elle est menée depuis des millénaires dans la tradition contemplative du Bouddha et cette approche neuronale qui tente de regarder avec les outils de la science contemporaine quels sont les effets de la pratique contemplative dont nous parlons, donc c'est-à-dire de cet état dans lequel on peut rentrer pour sortir justement de cette dichotomie antagoniste entre le sujet et l'objet, et d'où vient aussi l'objectivation de la nature, qui en a fait un objet d'exploitation, etc. Mais on peut voir aujourd'hui, on commence en tout cas à voir, c'est les prémices de voir comment la pratique contemplative de la méditation agit sur le système cérébral et donc sur le corps et sur l'esprit humain. Et donc, de montrer aujourd'hui, on peut démontrer aujourd'hui scientifiquement, avec des données chiffrées, des données scientifiques, que la pratique contemplative nous amène à la redécouverte du vivant. Du vivant, nous ramène à cette conscience, en fait. En tout cas, à peut nous ramener à une perception plus juste, plus authentique, oui, de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. Oui. Ça permet une sorte à la fois de détachement et pour avoir cette capacité d'observation et de ressenti. Et au fur et à mesure, il y a ça peut mener vers cette perception justement de cette appartenance au tout. Oui, exactement. Exactement. Et c'est là qu'il y a un changement, justement, quand on parle d'écologie, de nature et alors il y a comme vous le disiez au début, c'est vrai on en parlait peut-être à part tout à l'heure, qu'il peut y avoir il y a une vertu à apprécier, honorer, admirer, promouvoir les beautés, la grandeur de la nature, des montagnes, des rivières, du lac d'Aix-les-Bains, de ses cygnes, de ses canards, de ses poules d'eau, de ses lumières, etc. C'est vrai, et ça nous fait du bien, et c'est bien de l'honorer. Et Radio Grand Lac, sans doute, est à la pointe de cette promotion de la nature. Donc c'est très bien. Néanmoins, ça ne suffit pas, parce que ce dont nous parlons depuis quelques minutes, c'est d'un changement de paradigme fondamental, qui est une révolution. C'est-à-dire que le rapport à la nature que nous avons aujourd'hui est un rapport de profonde séparation, puisque tout notre mode de vie est développé sur un mode de production qui est destructeur, dévastateur. Donc ça veut dire que notre paradigme existentiel, à la fois personnel et collectif, est complètement est destructeur. Donc imaginez que s'il faut changer ça, c'est une révolution au sens radical du mot. Et une révolution ne se fait pas sans effort, sans sacrifice, sans difficulté, sans patience, et donc ça suffit pas d'aller se promener au bord du lac d'Aix-les-Bains, moi ça serait très agréable, pour changer le cours de notre rapport à la nature. Ça peut nous aider, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que je pense que la dimension contemplative, c'est-à-dire cet apport de la méditation qui aujourd'hui est largement validé par la science, comme on vient d'en parler justement par les neurosciences, les effets bénéfiques de la méditation, de l'expérience contemplative sur le corps et sur l'esprit sont aujourd'hui indéniables, et validés scientifiquement. Et ce que je voulais dire, c'est que cette pratique-là, et chacun d'entre nous peut y accéder. On n'a pas besoin d'attendre 1000 ans pour que le paradigme social change. Et alors, on peut le changer aujourd'hui. On va continuer tout à l'heure, après cette pause musicale, pour savoir comment on peut le changer aujourd'hui. Au clair de la lune, alors? Je ne sais pas. À tout de suite. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, nous nous retrouvons pour la suite de l'émission La nature et vous avec Frédéric Lacombe, qui est le lama Lundrup à Karmaling. Et nous étions en train d'élaborer sur la spiritualité et nature. Donc, qu'est-ce que, Frédéric, finalement, quelle est la place de la nature dans la spiritualité ?
Grande réflexion. Bon, il y a de plusieurs niveaux de réponse, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, extérieurement, c'est simplement la nature a pour dans la spiritualité le même rôle qu'elle a dans la vie humaine en général, c'est-à-dire qu'elle est la nourricière et le domaine dans lequel nous vivons et dont nous sommes faits. Après, elle est aussi le lieu de la retraite ou qui permet de se retirer justement de l'agitation du monde social, urbain, et de retrouver dans la nature et son authenticité, son silence et sa vérité, on peut dire, qui peut faciliter la pratique spirituelle, la pratique contemplative. Et c'est dans toutes les traditions spirituelles, ceux qui se consacrent à la contemplation le font dans des lieux retirés, dans la montagne souvent, et donc dans la nature. Alors, après ça, c'est un premier point. Mais comment ? Pourquoi finalement on a besoin d'aller ? Pourquoi il y a ce besoin ? Parce que même les créateurs ou les artistes ont aussi tendance à aller se retirer dans la nature à un moment ou l'autre pour se ressourcer, finalement leur créativité. Donc, qu'est-ce qui fait que ça appelle et qu'il y a parce qu'il y a un lien qui va au-delà de notre appétence ou notre envie. Et là-dedans, il y a un lien vraiment spirituel qui va se créer. Il y a quelque chose qui se crée. Oui, justement, je pense que c'est la deuxième partie de le lien entre nature et spiritualité. À ce moment-là, c'est plutôt à travers le sens de nature, au sens de la nature des choses. Et la spiritualité, et dont on en a parlé tout à l'heure, consiste à redécouvrir la nature de ce que nous sommes et vivons, donc la nature de notre esprit. Et donc le lien entre la nature et la spiritualité, et son lien profond, se trouve dans cette communauté de sens entre la nature au sens de l'essence des choses, la nature des choses. La physis. Physis, voilà, ou natura, exactement. Et la nature extérieure. Il y a une continuité, il y a des continuités. Une continuité de sens, des continuités de fonctions, des continuités qui entre la nature extérieure, telle qu'elle nous apparaît à l'extérieur, et la nature intérieure. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'effectivement, en plus de l'environnement simplement de silence, de simplicité, de sobriété qu'amène de vivre dans la nature, il y a aussi ces continuités qui ont souvent été évoquées par les grands mystiques, le Saint François d'Assise, mais aussi dans la tradition du Bouddha, qui célèbre l'enseignement qui se trouve dans la nature même. Si vous allez dans une forêt ou si vous verrez la mort qui communie avec la vie, vous verrez l'impermanence, vous verrez la souffrance, vous verrez aussi la joie, l'émerveillement spontané la transformation de la vie et du vivant. Donc il y a toutes les vertus aussi qui sont les nôtres, vous les verrez à l'œuvre se manifester si vous observez la nature. Chez les animaux, que ce soit les insectes ou les autres, voient comment il y a comment chaque être vivant communie avec la nature et son environnement toujours dans l'espoir d'être heureux. Et de créer les conditions de son bonheur, exactement comme nous. Et c'est là où il y a une vraie question. Comment trouver le bonheur auquel nous aspirons ?
Ça, c'est la vraie question. Mais est-ce que le vivant dans la nature, j'allais dire, autre, ne se pose peut-être pas cette question? Parce que ça, c'est très... Mais si, bien sûr. Je pense que même la moindre araignée, pourquoi elle fait sa toile et pourquoi elle le conscientise pas, mais elle le fait parce qu'elle veut être heureuse. Elle veut être satisfaite, pouvoir jouir de ses petites pattes et de son petit corps et être en harmonie avec elle-même, ce qu'elle est. Mais c'est assez conceptuel, c'est assez une conception occidentale d'être heureux, le bonheur. Parce que quand vous posez la question des fois C'est le premier enseignement du Bouddha. Pourquoi voulez-vous? Et pourtant, il est loin d'être occidental ni moderne. Mais quand on pose cette question, je sais pas, cette notion de heureux, si on va, je sais pas, un tapis râpé au Brésil, est-ce qu'il y a cette notion de... que veut tous dire, les êtres... pourquoi par quoi sont motivés les êtres vivants? La vie. Ils sont surtout motivés. Là, la vie, ils n'ont pas choisi. Mais quand on a ouvert les yeux, qu'on soit une petite araignée ou un être humain, on est tout de suite poussé vers la préservation de son harmonie interne et en relation avec son environnement. Pourquoi? Pour être heureux. D'accord. Pourquoi faire? Là, je suis d'accord au niveau de cette perception de l'harmonie interne, parce que effectivement, la nature va tenter de vivre et de créer un milieu harmonieux, en fait, pour une condition de vie, un échange qui va être au mieux possible harmonieux. Après, dans la nature, on est face aussi à la compétition malgré tout, on en retrouve. Mais est-ce que pour autant, il y a forcément cette notion de bonheur moi, je trouve ça une conception très humaine. Parce que c'est une façon humaine de parler alors on pourrait dire de cette harmonie. Je prends le bonheur, non pas dans un bonheur qui serait justement une représentation idyllique, mais qui est le bonheur au sens de ce qui fait vivre une expérience d'harmonie. D'accord, dans ce cas-là. Non pas, voilà exactement. C'est cette bonheur, définition-là, parce que il suffit vivre une expérience dans laquelle on se sent en harmonie avec soi-même et avec son environnement. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais le bonheur. Ok, mais je pense que c'est important de le définir parce qu'on l'entend dans notre société. C'est pour ça que j'ai nommé ce concept assez occidental, parce que je pense qu'effectivement, en Orient, en Chine, vous posez la question et pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur? Et on la pose ici en France ou ailleurs. En Occident, on va pas du tout répondre les mêmes choses. Je suis pas sûr. À voir. Mais il y a la notion d'harmonie que je trouve fort intéressante. C'est pour ça que je vous ai un peu titillé, parce qu'il y a vraiment cette importance d'aller comprendre ce sens-là. Et c'est la création, la recherche d'harmonie. Et donc, en ça, la spiritualité, si on revient justement à notre thématique, nature et spiritualité, dans la nature, il y a cette recherche au maximum d'harmonie, et dans la spiritualité, finalement, c'est de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est ce qu'on découvre au fur et à mesure où on avance sur ce chemin. Exactement, c'est tout à fait. On pourrait dire que la notion d'harmonie est le dénominateur commun entre l'écologie, la nature et la spiritualité, tout à fait. Et qui est peut-être à la racine de la motivation qui meut les êtres humains, qui est cette aspiration à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde extérieur. Et alors que ça se traduit par ça peut se traduire par un activisme écologique qui se veut de défendre l'harmonie du monde à l'encontre de ceux qui la détruisent. Bon, c'est une manifestation, mais il peut y avoir aussi, et dans ce qu'on appelle la spiritualité, ça se traduit par un élan de type plus intérieur qui se tente à chercher en soi les conditions de l'harmonie. Et je pense que les deux sont complémentaires. Vraiment, il y a une différence entre activisme et l'activisme, c'est bien, une conception il faut intérieure. L'activisme contre la destruction organisée. Tant que l'activisme ne détruit pas non plus. Donc c'est bien. Et quand on voit, j'ai voyé ça aujourd'hui dans la presse, là, le complexe agro-industriel et les grands bétonniers sont des grands destructeurs. Et par contre, les activistes, c'est pas parce qu'ils cassent trois barrières, c'est rien par rapport à la destruction organisée de ces grands complexes industrialo
Là agricole. encore, je pense que c'est justement et toute donc, une réflexion. Il y a besoin il faut pas se tromper de criminel. Non, mais il y a toute une réflexion à avoir justement sur, et c'est pour ça cette importance, et c'est ce dans quoi vous œuvrez, et on conclura par là, d'amener cette spiritualité, ou en tout cas cette conscience du vivant au travers, et je veux dire, si on pouvait le permettre au plus grand nombre d'aller découvrir cette conscience du vivant, et même à tous ces énarques et autres politiciens et agroalimentaires, de qu'est-ce que le vivant. C'est là où justement il y a une création de l'harmonie. Alors je fais un petit peu l'opposition à l'activisme, parce que je prêche plus la paix que ce côté-là. Mais aussi, bien sûr, mais néanmoins, je pense qu'il y a plusieurs niveaux, et il faudrait pas aussi, désamorcer l'élan éthique et d'indignation qui est celui de la jeunesse aujourd'hui, et donc la méditation, donc la recherche de l'harmonie, de la paix, qui est animée de non-violence, de bienveillance, n'est pas contradictoire avec une attitude éthique et indignée, qui a toujours été celle des grands mystiques aussi. Le Dalai Lama est un homme de non-violence. Thich Nhat Hanh était un homme de non-violence qui s'est opposé fermement à la guerre du Vietnam et à la violence du Vietnam pour Thich Nhat Hanh. Le Dalai Lama qui s'oppose fermement à la violence du pouvoir communiste chinois sur le Tibet, mais qui néanmoins qui s'y oppose d'une façon non pas par les armes de la violence, mais par les armes de la communication et du raisonnement, du dialogue. Et on en revient donc justement à ce côté de créer une harmonie. Exactement. Très bien, merci Frédéric. Alors, juste la dernière question, où peut-on vous retrouver, parce que vous mettez en place des cycles de méditation. Donc juste quelques mots, nous présenter cela pour vous retrouver. Oui, vous pouvez aller sur le site de la Buddha University, Buddha B-U-2-D-H-A.university. Vous pouvez taper Buddha University sur Google et vous verrez qu'il y a des activités de méditation, d'enseignement qui se déroulent en ligne, et aussi à l'Institut Karmaning, donc en Savoie, à côté sur la commune d'Arvillard, au-dessus de La Rochette. Et il y a parmi toutes ces activités et stages de méditation, eh bien, il y a la possibilité d'apprendre à méditer, donc à retrouver sa nature profonde. C'est possible ici, maintenant, dès aujourd'hui. Et effectivement, je fais aussi dans ce cadre-là des sessions de pleine présence, qui est une façon de parler de la méditation, dans et avec la nature et en rapport avec notre contexte écologique d'aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Frédéric de votre partage et de cet échange fort riche. J'espère que vous, auditeurs, ça vous aura interpellé, permis de réfléchir, de porter une réflexion, et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Au revoir et à bientôt. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.